Bonjour à tous, souvenez-vous, on nous reproche souvent nos titres putaclic. Alors c'est vrai que depuis 2018, on commence à en avoir une belle collection. Aujourd'hui cependant, on va parler de la fin d'un pays qui, elle, est bien réelle, qui est en cours et que personne ne semble pouvoir ou peut-être vouloir arrêter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays où il faut aller à la banque avec une arme pour récupérer son argent, d'un pays où les politiciens sont complètement effacés, d'un pays qui est un schéma de Ponzi à ciel ouvert, totalement dépendant de l'extérieur, dans une région hostile où les courants religieux s'affrontent. Nous allons bien sûr parler du Liban et de ses grands problèmes internes. Le 30 octobre 2022, le président libanais Michel Aoun a quitté ses fonctions après l'expiration de son mandat. Il était en place depuis 2016, Michel Aoun c'est une personnalité historique dans l'histoire du Liban. Le problème c'est qu'il n'y a personne pour lui succéder. Alors, les vides de pouvoir ne sont pas rares au Liban. Depuis son indépendance en 1943, le Liban il a connu 6 périodes au cours desquelles le Parlement était divisé et n'avait pas pu s'entendre sur un nouveau président. Alors le problème c'est que l'incapacité de choisir un président entraîne une impasse politique. Le gouvernement intérimaire ne peut pas non plus approuver de nouvelles législations et le mandat du cabinet, qui est normalement chargé de former un gouvernement, a lui expiré un jour après, le 31 octobre 2022. Donc politiquement, le pays est en fait totalement gelé. Pendant ce temps, il ne faut pas oublier que le Liban connaît une des pires crises économiques nationales de son époque. Alors vous me direz, il y a le contexte international, Covid-19, Ukraine, la variole du Ouistiti, etc., etc. Mais cette crise au Liban, elle dure en fait officiellement depuis 2019. Et à partir de là, les crises internationales suivantes n'ont fait qu'enfoncer le Liban toujours plus. Début 2022, on estime que 80% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire plus de 3/4 de la population. L'inflation, elle a culminé vers les 250%. Aujourd'hui, on est plutôt vers les 150%. Le problème, c'est que cela est dû en grande partie à cause de l'incompétence des politiciens libanais et de la corruption. Leur égoïsme a en fait amené le pays au bord de l'effondrement. Tout d'abord, on va s'intéresser à ce que certains géopolitologues nomment le schéma de Ponzi du Liban. On va parler un peu économie. Cette mauvaise gestion économique, elle dure depuis longtemps. En cause, il y a bien sûr la guerre civile, de 75 à 90, et après ça, c'est un certain Rafik Hariri, lorsqu'il était Premier ministre de 92 à 98, qui a fait croître le déficit annuel à environ 50%. Sa mission à l'époque, elle était de faire chuter l'inflation. Il a alors adopté une politique économique agressive, nommée Horizon 2000, avec énormément de dépenses. Il a attiré les investisseurs étrangers, il a privatisé des entreprises dans certains secteurs comme l'énergétique, les infrastructures ou encore les télécommunications. Cette stratégie, elle a plus ou moins marché, mais elle aurait mieux marché si la corruption était mise à part et surtout si le secteur bancaire libanais n'était pas en réalité un vulgaire Ponzi. Alors comment marche ce Ponzi libanais ? Eh bien, les banques libanaises vont essayer de siphonner le plus d'argent possible auprès du contribuable et des investisseurs. J'explique. Selon la loi, toutes les banques au Liban doivent conserver la plupart de leurs actifs liquides auprès de la banque centrale. Cependant, la banque centrale a mal géré sa politique monétaire du pays et a dissimulé des données qui montraient l'ampleur de l'effondrement financier qui était imminent. Alors quand vous êtes une banque au Liban à cette époque, vous aviez 2 façons principales de siphonner de l'argent. Tout d'abord, les bons du trésor. Un bon du trésor, c'est tout simplement un titre d'emprunt qui est émis par l'État, donc l'État libanais, et qui est remboursé avec un taux d'intérêt. L'État, il fait crédit auprès de vous. À partir du moment où la politique Horizon 2000 se met en place, le gouvernement, il émet des bons du trésor pour financer la reconstruction du pays, pour attirer le plus d'investisseurs possible, et les taux d'intérêt étaient par exemple de 9% sur les bons du trésor en dollars. Donc c'est un très bon taux d'intérêt pour ce genre d'actif qui globalement est normalement peu risqué. Ensuite, vous avez tout simplement l'épargne des bonnes gens qui vivent dans le pays, qui mettent leur argent sur un compte bancaire, tout simplement. Alors à partir de ces 2 éléments, la banque centrale elle a créé des banques locales avec d'importants bénéfices étant donné que tout le monde plaçait son argent là-bas. Mais ces banques, elles ont transféré la plupart de cet argent à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que l'épargne des Libanais a été totalement gaspillée. Et en plus de ça, la banque centrale libanaise a décidé de rattacher artificiellement la lire libanaise au dollar et a décidé de combler le vide budgétaire avec l'argent des Libanais et les bons du trésor. En fait, la banque centrale et le secteur bancaire au Liban ont tout simplement perdu petit à petit leurs actifs.
Pendant ce temps-là, la dette gonflait. Alors pour illustrer ce phénomène, il faut regarder les réserves de la Banque centrale qui sont passées de 60 milliards de dollars en 2005 à moins de 10 milliards de dollars en 2022. Et pour la première fois depuis l'indépendance du pays, en 2019, le Liban a fait défaut sur sa dette extérieure. Et finalement, le vice-premier ministre a annoncé la faillite du pays en avril 2022. Les pertes sont estimées à plus de 100 milliards de dollars. Voilà ce qu'on appelle le schéma de Ponzi national au niveau du Liban. Un Ponzi, c'est un système pyramidal. Ceux qui sont tout en haut s'enrichissent, ceux qui sont tout en bas se font écraser. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Liban, d'où cette notion de Ponzi. Alors, face à tout ça, on se pose une question, c'est où est l'État ? Que fait l'État ? Eh bien c'est là tout le problème, l'État il a progressivement abandonné les devoirs qu'il avait envers le peuple. En 2019, le Premier ministre Saad Hariri avait démissionné suite à une série de manifestations nationales. Son successeur Hassan Diab a également démissionné en 2021 après l'explosion du port de Beyrouth. Et malgré un processus pour réformer le gouvernement depuis, les luttes de pouvoir dans l'appareil politique continuent de paralyser le pays. Et quand je dis paralyser, ce n'est pas une tournure de phrase, c'est la réalité. Il y a du rationnement de l'électricité, ce qui a produit il y a quelques mois un blackout complet dû au manque de diesel pour faire fonctionner les centrales électriques. Vous ajoutez aussi la crise du carburant, qui, précipitée par une baisse de 95% de la valeur de la lire, a complètement neutralisé les réseaux d'approvisionnement en eau, mais aussi les systèmes d'égout. Et depuis début 2021, l'UNICEF a lancé des avertissements sur les pénuries d'eau et les risques sanitaires que tout cela pose. Ceci, sachant que 80 à 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, souvenez-vous, donc ils sont particulièrement exposés aux maladies. En plus de ça, la crise financière, elle a drainé des ressources dans de nombreux secteurs, notamment les soins, la santé, l'ingénierie, les universités, l'éducation, etc., etc. Or, quand l'État ne respecte plus ses devoirs, et ça c'est valable pour n'importe quel État, eh bien c'est la population qui devient de plus en plus autonome. Et les Libanais se portent aujourd'hui volontaires pour faire le travail des ministères, des municipalités, des syndicats, des institutions gouvernementales. Bref, ils doivent s'organiser par eux-mêmes, organiser des distributions, par exemple de médicaments, des collectes d'aide, voire même ils doivent également financer les routes et les différentes infrastructures par eux-mêmes. Les gens ont appris à ne pas dépendre de l'État et à gérer eux-mêmes les nécessités de la vie en société. Il conviendrait de parler un petit peu quand même de ce chaos politique qui est en cours au Liban, car pour comprendre une des origines de la destruction continuelle du Liban, il faut observer ce chaos politique du pays, et ce chaos, il est nourri par une corruption historique. Depuis son indépendance dans les années 50, le grand problème de la démocratie libanaise, ça a été la corruption, le clientélisme et les divisions des courants religieux, donc principalement les chiites, les sunnites, qui représentent aujourd'hui 60% de la population, et les chrétiens, qui représentent 33%. Après, vous avez d'autres courants mineurs, plusieurs courants chrétiens, etc., etc. Alors, ces courants religieux, aujourd'hui, ils sont surtout à voir comme des sortes de grandes familles, de grands clans, et non pas forcément comme des courants purement radicaux, avec des milices, comme cela a été le cas pendant la guerre civile. À exception peut-être du Hezbollah, même si ce dernier s'est largement assagi à mesure qu'il a gagné en influence dans l'espace politique. La solution de compromis au Liban, après la guerre civile, ça a été d'équilibrer les courants religieux dans le gouvernement. Le président, par exemple, doit être un chrétien maronite. Le président de la Chambre des députés doit être un musulman chiite. Le Premier ministre, lui, doit être un musulman sunnite. Mais cela conduit également à des situations ingérables, autant entre confessions religieuses qu'entre grandes familles politiques qui se déchirent en interne. Vous y ajoutez le clientélisme, la corruption, les risques régionaux, les possibilités d'ingérence des puissances voisines, et vous avez un pays tout bonnement ingouvernable. Alors que penser de l'avenir du Liban ? Eh bien la sortie du Liban de cette crise, elle semble hélas presque impossible aujourd'hui. Le pays aujourd'hui, il est sujet à la stagnation politique en raison de son arrangement complexe de partage du pouvoir. Le niveau de corruption parmi l'élite politique est quasiment irrécupérable. Vous avez en plus tout un jeu politique de grandes familles, de grands clans, religieux, etc. Michel Ayoun par exemple, il a refusé de nommer de nouveaux juges parce que la liste des candidats comprenait plus de musulmans que de chrétiens. Et des exemples comme ça, vous en avez constamment. Chaque clan essaye de défendre ses intérêts, ce qui conduit au final à des situations où rien ne peut se passer et où le chaos règne. En bref, l'avenir du Liban, il est plutôt sombre. En revanche, comme l'État a complètement perdu la légitimité de ses actes, il est plutôt entre les mains des Libanais qu'entre les mains de son gouvernement à l'heure actuelle. Donc tout cela dépendra évidemment aussi de comment les Libanais pourraient résoudre à leur niveau cette crise.
Donc tant que les groupes politiques et les structures qui existent depuis l'indépendance du pays, malgré la guerre civile, continuent d'exister, continuent de mettre en avant des intérêts, on va dire, intersectaires, interreligieux, de faire du clientélisme, eh bien le Liban n'est pas prêt de sortir de la crise. Tout ça dépendra donc bien sûr du peuple libanais, qui pourrait se réveiller dans les prochaines années, compte tenu de l'impasse dans lequel il se trouve, puisque dans les deux cas de figure, ou la continuité de la politique, ou un changement de la politique, eh bien c'est le peuple et les habitants du Liban qui en payeront le prix. N'hésitez pas en tout cas à poser vos différentes questions, à étoffer cette vidéo en commentaire, ce sera toujours un plaisir de vous lire. La revue Terrabilum est bien sûr toujours disponible, vous avez déjà nos 2 numéros, un sur la Russie, un sur la Chine. Il y a un nouveau numéro qui arrive sur la France courant décembre. Tous les liens pour accéder à cette revue sont bien sûr en description. Vous pouvez nous suivre sur notre réseau social Telegram qui est le plus actif, mais également Facebook ou encore LinkedIn pour être au courant des dernières grandes actualités chez Terrabilum. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo et à la prochaine.